Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour notre webinaire sur la retraite. On va commencer dans quelques instants. Bonjour. Bon, il y a déjà un nombre significatif de participants, donc on va pouvoir démarrer. Alors, on a prévu 30 minutes de webinaire, dont 25 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses à la fin. Si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions, on vous donnera rendez-vous sur le blog partageduprofit.com où nous répondrons dans les jours à venir. Mirella et moi allons vous présenter les résultats. Pour mémoire et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous avons créé l'Observatoire des retraites européennes en 2010, avec pour objectif d'analyser les systèmes de retraite, publics, privés, collectifs, individuels, en France évidemment, mais aussi dans les pays de l'Union européenne et de l'OCDE. Et l'idée, c'est de suivre les réformes des régimes publics et les grandes tendances en matière de retraite privée. Alors on verra que cette année, les grandes tendances qu'on a vues déjà depuis plusieurs années se confirment en France, et puis que l'actualité réglementaire va sans doute les renforcer. Alors notre webinaire va se dérouler en 5 étapes. On va commencer par une présentation rapide d'ERES pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On rappellera ensuite le contexte de l'épargne retraite en France, qui est basé sur le dernier rapport du COR, sur les enquêtes de l'OCDE et puis les études Eurostat. Après, on présentera les résultats de notre observatoire, qui s'appuie notamment sur les chiffres de la Banque de France, de la Fédération française des assurances, et puis des enquêtes de l'INSEE. Ensuite, on fera un point sur l'actualité réglementaire qui a été très chargée et qui le sera encore plus l'année prochaine, en 2018. Et on essaiera de dresser quelques perspectives d'évolution de l'épargne retraite. Et puis, on finira par notre séance de questions-réponses. Voilà. Alors, présentation d'ERES. ERES, nous sommes une équipe de spécialistes en partage du profit. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le partage du profit? On met l'actionnariat salarié, la retraite, à la fois individuelle et collective, et puis l'épargne salariale, donc participation, intéressement, PE, PERCO. On est organisé autour de 3 métiers, le conseil et l'accompagnement des entreprises, de toute taille, comme on le verra après, la gestion des fonds qu'on retrouve dans les dispositifs, soit d'épargne salariale, soit de retraite, soit d'actionnariat salarié, et puis un métier d'assurance dès qu'on touche au contrat d'assurance retraite, qu'il soit collectif, donc mis en place dans l'entreprise, ou individuel. ERES accompagne les entreprises de toute taille, puisqu'on a 12 000 entreprises qui vont de la TPE, la très petite entreprise, jusqu'au groupe du CAC 40. Vous verrez quelques noms d'entreprises célèbres sur ce slide. Ça représente plus de 140 000 salariés bénéficiaires et on gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'encours, ce qui fait de nous le premier indépendant du marché sur ces sujets. Alors, on fait depuis la création d'ERES la promotion du partage du profit à travers nos études. Donc aujourd'hui, celle qui nous concerne, c'est l'Observatoire des retraites européennes. Mais on en a 3 autres. On en a une sur les fonds d'épargne salariale, l'Argus DFCPE, qui nous permet d'analyser tous les fonds proposés et commercialisés sur le marché. On en a une sur l'actionnariat salarié qui se décompose en 2 volets. Un volet sur les grandes entreprises du SBF 120, qu'on regarde depuis 2012, et un sur les PME non cotées, puisqu'il n'existait pas jusqu'à présent d'études quantitatives et représentatives sur cette taille d'entreprise dans le domaine de l'actionnariat salarié. Et puis la dernière étude, c'est le baromètre du partage du profit, où nous étudions les primes de partage du profit. Donc on retrouve là-dedans les primes de participation, les primes d'intéressement, les abondements, les cotisations en retraite des employeurs. Et là encore une fois, dans les entreprises du SBF 120. Alors aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le marché de l'épargne retraite en France. Et on a en France une situation assez atypique du point de vue démographique. Nous faisons beaucoup d'enfants, 1,96 enfants par femme pour 1,58 dans le reste de l'Europe.
La croissance démographique est supérieure à celle des autres pays européens. On est à plus 3,7 pour 1000 contre 3,5 pour 1000 en Europe. Et en même temps, nous vivons plus longtemps, 82,4 ans pour 80,6 ans en Europe. Le Conseil d'orientation des retraites est l'organe qui pilote notre système de retraite par répartition. Et pour cela, il doit anticiper les évolutions à venir en termes macroéconomiques et démographiques pour fixer les hypothèses de travail et faire des simulations à long terme. Alors, on a été assez longtemps critique sur les hypothèses du corps qui nous paraissaient trop optimistes. Et dans sa dernière version, publiée en 2007, celui-ci a revu les principales hypothèses. Et elles nous semblent désormais plus réalistes sur les 3 grands thèmes qui sont couverts. Alors, le premier, c'est l'espérance de vie. Le deuxième, c'est le solde migratoire. Et le troisième, c'est le taux de chômage. Sur l'espérance de vie, le corps a rallongé cette espérance de vie à la fois pour les hommes, il l'a rallongé de 3 ans pour passer à 31 ans, et sur les femmes, il l'a rallongé de 1,3 ans pour passer à 33,6. Il a, sur le solde migratoire, revu à la baisse ce solde migratoire, donc il a baissé de 30 000 personnes, donc on n'est plus qu'à 70 000 personnes qui rentrent en France chaque année et qui vont devenir des actifs, donc des cotisants. Et sur le taux de chômage, il a maintenant un scénario pessimiste qui est quand même un peu plus réaliste, qui est un taux de chômage à 10%. Donc il a remonté de 3 points ce taux. Et dans son scénario central, où le taux de chômage est à 7%, cet atterrissage à 7% est plus tardif. Il a été repoussé de 2 ans, donc en 2032. Le problème des retraites par répartition, vous le savez, c'est leur financement qui est directement lié au ratio entre cotisants et retraités. Ce ratio, il était de 4 pour 1 en 1960, il est tombé à 1,8 en 2010 et il est désormais à 1,7. Et il va continuer à se dégrader puisque le corps anticipe un ratio de 1,3 en 2070. Et d'ailleurs, certains pays ont pris des mesures énergiques pour compenser cette dégradation, soit en repoussant l'âge de la retraite, en allongeant la durée ou en augmentant le montant des cotisations, ou encore en baissant les pensions. Et les réformes successives en France n'ont pour le moment pas suffi. Alors c'est pour cette raison que le gouvernement travaille sur une réforme systémique des régimes par répartition. On reviendra dessus à la fin de notre présentation. Et le système, il est toujours sous forte pression et il ne peut plus fonctionner comme avant. Alors ce slide, il traduit les difficultés de l'équilibre financier de notre système, ou plutôt il montre son déséquilibre. On espérait un retour à l'équilibre au milieu des années 2020, mais il n'aura pas lieu. Pire, avec les nouvelles hypothèses de cette année du corps, le déficit s'est aggravé et dans les prévisions de 2016, le déficit était de moins 0,2% du PIB en 2020. Mais ce qu'on voit sur le graphe, c'est qu'on est passé à moins 0,04% du produit intérieur brut à l'horizon 2021. Alors, à partir de 2024, le corps travaille sur 4 scénarios qu'on va retrouver dans différentes couleurs. Et l'hypothèse centrale de ces scénarios, c'est l'évolution de la productivité qui est couplée à l'âge de la population. Alors, pour simplifier, la courbe orange, elle présente le scénario le plus optimiste et la courbe noire, celle qui est en bas, la plus pessimiste. Et avec les nouvelles hypothèses, on aggrave le délai de retour à l'équilibre financier, puisque dans le scénario optimiste, il n'a lieu qu'en 2036, et dans le scénario pessimiste, le système ne revient jamais à l'équilibre. Alors, ces difficultés, elles se manifestent aussi par la baisse du taux de remplacement. Le taux de remplacement, vous savez, c'est ce qui correspond au ratio entre la pension moyenne de retraite et le revenu moyen d'activité. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les scénarios, optimistes comme pessimistes, le taux de remplacement va significativement baisser, puisqu'on passe de plus de 50%, 52% en ce moment, à 41%, voire 33%. Alors, cette baisse des pensions de retraite, du régime obligatoire public, elle rend nécessaire une épargne retraite par capitalisation qui permettra de compléter les revenus de remplacement. Quand on regarde la structure des revenus des retraités en France et qu'on la compare aux autres pays, on voit qu'elle est très spécifique. En effet, les revenus des retraités français proviennent massivement des régimes publics, c'est la partie en bleu foncé, 77%, très peu du travail,
qui est la partie grise, on est à moins de 10%, et pas du tout des régimes privés, on appelle l'épargne retraite d'entreprise, qui en France reste anecdotique. On a mis d'autres pays, enfin un en particulier, les Pays-Bas, parce que dans certains pays comme aux Pays-Bas, le poids des régimes de retraite obligatoires est aussi important, hein, c'est les deux couleurs bleues, mais il est réparti entre régime public à hauteur de 44% et régime privé, qui représente quasiment autant, près de 40%. Si on regarde de façon un peu plus large, en Europe et dans l'OCDE, le poids des régimes de retraite publique, il est moins important, respectivement de 60%, 69% en Europe et 58% dans l'OCDE, et la part du travail beaucoup plus élevée, 18% et 24%. Alors, toute la difficulté du régime par répartition, elle est exprimée dans ce dessin humoristique qu'on aime bien, où on fait référence à Madoff. En fait, tant qu'on a assez de cotisants, ça fonctionne, un peu comme dans le système Madoff. En revanche, quand on n'a plus assez de cotisants, le système n'est plus capable de payer les retraites. Ce qui est certain, c'est que le poids de la dépense publique qui permet de financer les retraites va baisser en France dans les années à venir. Il est aujourd'hui de 14,9% du produit intérieur brut et l'OCDE anticipe une baisse à 12,1% d'ici 2060, qui correspond en gros à un scénario médian du Conseil d'orientation des retraites. Dans les autres pays dont la situation est proche de la nôtre, comme l'Italie, ce taux va aussi baisser. On voit, il passe de 15,7 à 13,8. En moyenne, en Europe, le taux devrait rester stable, autour de 11%. Et dans l'OCDE, il devrait monter à 10,9%. En fait, ce qui se passe, c'est que d'une façon générale, les écarts entre les pays vont se réduire. Ceux qui dépensaient trop vont dépenser moins, et inversement pour ceux qui ne dépensaient pas assez. Alors, concentrons-nous maintenant sur les chiffres de l'Observatoire, à savoir le montant et l'évolution de l'épargne retraite financière des Français. Mirella, je te passe la parole. Merci Olivier. L'épargne retraite financière des Français s'élève à près de 800 milliards d'euros en 2016. Elle est en hausse de 3,6% en 2016, poursuivant ainsi sa croissance historique de 3,9% par an depuis 2003. Et aujourd'hui, elle représente 23,4% de l'épargne financière totale des Français. Pour la mesurer, nous avons exclu l'immobilier et retenu tous les produits d'épargne. Certains produits sont affectés en totalité à la retraite, comme les PERP, les contrats Madelin ou encore les plans d'épargne retraite d'entreprise, ou d'autres ne sont pas dédiés à la retraite. Dans ce cas, on ne retient qu'une quote-part des encours selon les déclarations des épargnants dans les enquêtes, par exemple 17% pour les comptes titres et les PEA et 41% pour les plans d'épargne d'entreprise. Donc en fait, pour reconstituer le 795,4 milliards d'euros, on additionne 100% des produits qui sont dédiés et affectés à la retraite, et puis on prend une quote-part de ceux qui sont utilisés en partie pour la retraite. Et l'épargne retraite financière est répartie en 3 blocs. Le premier bloc représente 30% et est composé de l'épargne retraite ciblée et de l'épargne collective, dans laquelle on retrouve l'assurance retraite collective, l'assurance retraite individuelle, mais aussi l'épargne salariale. Le deuxième bloc est constitué des différents contrats d'assurance vie individuelle et représente 46%. Et enfin, le troisième bloc est constitué des valeurs mobilières, comptes titres et PEA, et les autres placements dans les livrets. C'est intéressant de voir la dynamique de ces blocs, c'est-à-dire leur croissance respective. Dans le premier bloc, on peut distinguer 2 catégories. L'épargne retraite ciblée d'une part, c'est-à-dire les produits dédiés à la retraite, et les produits d'épargne collective, d'autre part, c'est-à-dire mis en place dans le cadre de l'entreprise. Les 2 catégories sont en forte croissance en 2016, avec respectivement plus 7 et plus 8%. Ces taux sont comparables à ce que l'on constate depuis 2003, plus 11,4% par an sur les produits dédiés, ciblés, et plus 7,4% par an sur les produits collectifs. Et l'assurance vie, elle, ne croît que de 3% en 2016, ce qui est inférieur à la croissance de l'épargne retraite au total, qui s'élève à 3,6% en 2016. Pour comparer la situation de l'épargne entre les différents pays, on peut la rapporter au produit intérieur brut de chaque pays. C'est ce qu'on représente sur ce graphe en ordonnée l'axe vertical.
On peut aussi comparer le pourcentage de salariés couverts par un régime de retraite privé obligatoire et facultatif, représenté sur l'axe des abscisses à l'horizontale. Et enfin, on peut représenter les actifs totaux d'épargne retraite sous forme de bulles. Que voit-on sur le graphe? D'abord que la France a peu de salariés couverts par un régime de retraite privé, 30%, que l'épargne retraite financière ne représente que 35% du PIB en France, et enfin que l'épargne retraite financière totale de la France est équivalent à celle de la Suisse. A contrario, au Royaume-Uni, avec un peu plus de 40% de salariés couverts, les fonds de pension représentent 95% du PIB et un montant total de plus de 2200 milliards de dollars, soit 2,7 fois plus élevé qu'en France. En moyenne, dans l'OCDE, l'épargne retraite représente plus de 85% du PIB, soit 2,5 fois plus qu'en France. La France est donc très en retard avec seulement 35% du PIB. Si on regarde en dynamique, on voit que l'épargne retraite croît depuis 2003. Elle représente 35,3% du PIB en 2016 contre 29,7% en 2003. Mais dans l'OCDE, la croissance a été encore plus forte. Les fonds de pension sont passés de 61,2% en 2003 à 85,3% du PIB en 2016. Alors, quelle que soit la façon dont on regarde, soit on regarde la France et on se dit on était à 29,7, on est passé à 35,3%, donc dans les années à venir, on va continuer à monter. Et si on suit le même rythme, ben on va attendre doucement 40%, 45, 50. Soit on regarde en comparant la France avec la moyenne de l'OCDE et on voit qu'on a un écart gigantesque puisqu'on est entre 35 et 85%. Et dans un scénario de rattrapage avec les autres pays de l'OCDE, la croissance serait beaucoup plus forte. Nous, on anticipe qu'on sera a priori entre les deux, donc une croissance assez soutenue dans les années à venir. Si on regarde maintenant les versements, c'est-à-dire la quote-part d'épargne nouvelle affectée à ces dispositifs, ils s'élèvent à 48,2 milliards d'euros en 2016. Leur croissance a été supérieure à la croissance historique, 4,1% en 2016, contre 2,3% en moyenne depuis 2003, et ils représentent aujourd'hui 6,1% des encours d'épargne retraite. Et si on regarde l'évolution de ces versements, on retrouve les tendances qu'on a vues précédemment sur les encours, à savoir une croissance totale de 4,1% en 2016, une baisse des versements en assurance vie de 1% en 2016, et enfin un maintien des versements en épargne ciblée et surtout une très forte hausse des versements en épargne collective, plus 19% en 2016. Donc en synthèse, on a une poursuite des tendances, puisque depuis plusieurs années, et on vous le dit chaque année, la croissance du marché de l'épargne retraite en France vient principalement de l'épargne ciblée, donc affectée exclusivement à la retraite d'une part, et de l'épargne retraite collective, donc ce qui est mis en place dans les entreprises. Alors en termes de masse, l'assurance vie représente encore un poids important, mais si cette tendance se poursuit, eh bien la vraie épargne retraite, entre guillemets, devrait rattraper d'ici quelques années l'assurance vie. Passons maintenant à l'actualité réglementaire et aux perspectives. Et je te laisse la parole, Olivier. Merci. Alors, comme après chaque année d'élection présidentielle, l'actualité réglementaire a été très riche en 2017. On a d'abord la hausse des prélèvements sociaux, elle ne vous a pas échappé, sur les revenus du capital au 1er janvier 2018. Donc, on est à 17,2% désormais au lieu des 15,5% qu'on avait précédemment. Deuxième point, c'est l'instauration du prélèvement forfaitaire unique, appelé flat tax, à hauteur de 30%, donc qui inclut le 17,2%, sur les comptes titres et l'assurance vie, alors que l'épargne salariale et les PEA et les PERCO, PE, PERCO et PEA sont exonérés. Troisième point, c'est le maintien du mécanisme des taux historiques dans le calcul des prélèvements sociaux pour l'épargne salariale. Pour mémoire, ce mécanisme décompose la plus-value réalisée sur chaque compte en tranches et on applique sur chaque tranche les taux successifs de prélèvements sociaux, ce qui évite de taxer au taux le plus élevé l'intégralité de la plus-value, comme ce qu'on peut avoir dans les comptes titres.
Donc aujourd'hui, dans un plan d'épargne salariale, on va facturer avec le taux en vigueur en 96 au taux en vigueur en 96. Quatrième point, la mise en œuvre du prélèvement à la source. Donc, vous vous rappelez que ça avait été décidé sous le quinquennat précédent, repoussé d'une année. Donc, cette fois-ci, on y est, avec un effet important puisque ça va neutraliser les revenus de 2018 et donc supprimer la déduction des versements épargne-retraite de 2018. Le sujet est complexe. Nous avons pas mal de questions sur le sujet et donc nous organiserons le 30 janvier un webinaire dédié à l'année blanche fiscale et à ses conséquences, durant lequel nous aborderons les stratégies d'optimisation possibles selon les cas clients. Le sujet est assez compliqué, il y a quand même pas mal de cas différents et donc il nous semble important d'y passer le temps nécessaire. Donc pour les questions, on vous demande sur ce sujet-là de les réserver plutôt au webinaire du 30 janvier. Cinquième point, c'est l'ajout d'une possibilité de sortie en capital à hauteur de 20% pour les contrats Madelin et les plans d'épargne retraite d'entreprise, les anciens articles 83, possibilité qui est déjà offerte sur le PERP. On vous mentionne que la Chambre syndicale des courtiers en assurance propose que, alors à ce stade, ce n'est qu'une proposition, ce n'est pas encore adopté, mais que cette sortie en capital dans le Madelin et le PERE, le plan d'épargne retraite d'entreprise, soit conditionnée au respect par les contrats en question des mesures de protection qui sont proposées dans le PERP. Et je vous les rappelle parce qu'elles sont fondamentales pour l'épargnant. Il y en a 3. La première, c'est le cantonnement des actifs. Vous vous rappelez que dans un PERP, il y a un canton et ça permet d'isoler les avoirs du canton du reste du bilan de la compagnie d'assurance, ce qui les protégera en cas de sinistre de la compagnie. Le deuxième point, c'est une égalité de traitement entre les épargnants en ne permettant pas d'octroyer des taux de rente garantis. Vous savez que dans les contrats Madelin, notamment aujourd'hui, certains épargnants ont des taux de rente, de revalorisation de rente qui sont plus élevés que d'autres parce qu'on leur a octroyé des garanties il y a longtemps. Et troisième mesure de protection, c'est que le versement des rétrocessions des gérants financiers au profit des épargnants uniquement et pas au profit de l'assurance. Il faut rappeler que les gérants financiers rétrocèdent une partie de leurs frais de gestion au profit de l'assureur, généralement. Dans un PERP, ça n'est pas le cas. C'est rétrocédé au profit du canton et donc des épargnants. Alors, ce sujet, il a été évoqué le 11 décembre par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, le IOPA, et celle-ci demande aux autorités nationales de publier des règles claires pour éviter les risques de conflit d'intérêts liés à ces rétrocessions. Donc, il nous semble que cette proposition de la CSCA va dans le sens de la réglementation et de son évolution à venir. Autre point d'actualité réglementaire qui sont plus incertains et qui sont des annonces plutôt sur 2018. Le président de la République et le ministre de l'économie et des finances ont annoncé à plusieurs reprises qu'un volet sur l'épargne salariale serait inclus dans la loi Pacte. Alors, la loi Pacte, c'est le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Je crois que c'est cet après-midi que Bruno Le Maire va présenter les grands axes. Donc malheureusement, on ne peut pas vous en parler, mais on devrait y retrouver d'une part des incitations pour couvrir 100% des salariés et gommer les inégalités entre TPE, PME et grandes entreprises. Il devrait y avoir des propositions pour augmenter dans les PME la part de l'actionnariat salarié jusqu'à 10% du capital. En tout cas, c'est un objectif qui a été annoncé. Alors qu'aujourd'hui, en moyenne, dans les PME, on est entre 1 et 2%. En tout cas, c'est un chiffre qui ressortait de notre étude sur l'actionnariat salarié dans les PME non cotées. Et puis, troisième axe, c'est a priori une nouvelle baisse du forfait social dans le PERCO en contrepartie d'une hausse de la part des fonds PEA-PME. Deuxième point, il y a eu une ordonnance publiée en septembre suite à la loi travail qui prévoit que la participation et l'intéressement seront inclus dans l'assiette de calcul des œuvres sociales et culturelles du nouveau Conseil social et économique. Vous savez, c'est le résultat de la fusion entre le comité d'entreprise et le CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc, ça aurait eu pour effet de renchérir le coût de l'intéressement et de la participation. Selon nos informations, un amendement du Sénat
soutenue par le gouvernement, devrait supprimer cette disposition rapidement. Donc, elle ne devrait pas avoir lieu. Troisième point, on a un point d'interrogation, c'est la publication des accords d'épargne salariale sur Légifrance. En fait, désormais, les accords collectifs doivent être publiés sur Légifrance. Mais les accords collectifs et les accords d'épargne salariale, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, il y a des discussions en cours pour confirmer si les accords d'épargne salariale sont bien concernés par cette mesure. Donc, pour le moment, oui. Il est possible qu'un jour, qu'on apprenne que finalement, les accords d'épargne salariale ne sont pas concernés. Mais ça, évidemment, on vous le dira quand ce sera sûr. Quatrième point, et il est fondamental, c'est la mise en œuvre de la DDA, la directive de distribution des assurances. Alors, on est sûr qu'elle aura lieu en 2018. Il y a une incertitude sur la date, puisque initialement, c'était le 23 février 2018, et la Commission européenne devrait décider aujourd'hui si la date est repoussée au 1er octobre 2018, ce qui est très probable. Je vous rappelle, la DDA, elle va notamment bouleverser les pratiques commerciales en obligeant à plus de transparence sur l'affichage à la fois des frais et des commissions versées aux intermédiaires. On aura l'occasion d'y revenir dans un autre webinaire, je pense. Et dernier point, c'est la réforme systémique des retraites. Alors, initialement prévue pour début 2018, donc on avait évidemment prévu de vous en parler. Elle est finalement repoussée à 2019. Alors, on va quand même vous redire ce qu'il y a dans le projet initial. Initialement, ça consiste à mettre en place un nouveau régime unique pour tous les types d'actifs, qu'ils soient salariés, indépendants, fonctionnaires ou autres, et où les droits seront comptabilisés en points. Et ensuite, pour savoir qui rentre comment, en fait, l'idée, c'est que ceux qui sont très proches de la retraite, donc à moins de 5 ans de la retraite, on ne les fait pas basculer dans ce nouveau système. Les nouveaux entrants dans le marché du travail, eux, ils rentrent immédiatement dans le nouveau régime unique. Et puis ceux qui sont entre les deux, on les fait basculer dans le nouveau système pour les cotisations futures, mais tout ce qui a été cotisé dans le passé reste dans l'ancien système. Donc ils auront un pied dans chaque système. Et tout ça était prévu sans toucher à l'âge légal. On sent bien qu'avec le dernier rapport du corps et les nouvelles projections, le scénario imaginé initialement est quasiment impossible. Voilà, les perspectives. Alors, les évolutions réglementaires qu'on vient de voir, elles vont avoir un impact sur l'épargne retraite. C'est sûr. Je suis en train de m'emmêler dans mes papiers. Il y a baisse du poids de l'assurance vie dans l'épargne retraite et l'épargne en général, du fait de l'alignement de la fiscalité de l'assurance vie sur le droit commun avec la flat tax, donc ce qui la rend moins attractive, de la baisse du rendement des fonds en euros qui continue, et puis de l'affichage de l'ensemble des frais, qui est quand même généralement plus élevé pour le client final, et qui sera une conséquence directe de la DDA. On prévoit aussi le développement de l'épargne d'entreprise grâce au régime fiscal dérogatoire, puisqu'il n'est pas soumis à la flat tax, et aux incitations à venir dans la loi Pacte. Troisième point, c'est qu'on anticipe une hausse de la part action dans les encours affectés à la retraite grâce au forfait social réduit sur le PERCO, à condition que la gestion pilotée comprenne une part minimale en fonds PEA-PME, et puis parce que le fonds en euros est de moins en moins le choix par défaut sur les plans d'épargne retraite entreprise, ça c'est ce qu'on constate au quotidien avec nos clients, qui privilégient maintenant la gestion pilotée retraite. Et puis évidemment, dernier point, on aura une baisse des versements en 2018 et 2019 liée à l'année blanche et on vous organisera un webinaire le 30 janvier sur le sujet. Voilà, merci de votre attention. On va maintenant répondre à vos questions. Alors, Mirella, on a déjà quelques questions. Oui. Qu'est-ce qui explique la croissance de l'épargne collective? Alors, la croissance de l'épargne collective, en fait, les grandes entreprises, elles sont déjà toutes équipées. Alors, certaines augmentent un peu les cotisations. Mais c'est plutôt maintenant les ETI et les PME qui prennent conscience petit à petit qu'il faut financer la retraite, qu'il faut partager le profit. Ce sont, à force de répéter les mêmes choses, on a l'impression que les entreprises finissent par comprendre. Et puis, on pense que le développement dans les années à venir, ça va être surtout sur les TPE et vraiment les petites entreprises qui, elles, aujourd'hui, sont sous-informées. C'est vrai que si on a une réforme de l'épargne salariale et de l'épargne retraite qui
voilà, qui incite les entreprises à mettre en place ces dispositifs pour couvrir l'ensemble des salariés, voilà, ça va favoriser le développement. On sait que le gouvernement, il veut redéfinir un peu le contrat social dans l'entreprise et faire de ces thèmes une priorité. Voilà, pour toutes ces raisons, les entreprises devraient s'y mettre, enfin, s'y sont mises depuis déjà de nombreuses années et devraient continuer à s'y mettre. Et puis évidemment, les incitations sociales et fiscales les motivent puisque ça coûte moins cher que de distribuer du salaire. Et d'ailleurs, comme on l'a vu sur le blog, les Canadiens choisissent aujourd'hui leur employeur en fonction des régimes de retraite proposés. Alors, c'est sûr qu'il y a des pays où, effectivement, il y a en plus une partie des régimes obligatoires type Arco et GIRC chez nous qui sont privés et donc ça devient un enjeu énorme. Une autre question? Alors, une autre question. Je regarde. Est-ce que l'épargne salariale est concernée par la DDA? Alors non, la DDA, c'est la directive sur la distribution des assurances. Donc, l'épargne salariale n'est pas stricto sensu, enfin, ce n'est pas un produit d'assurance. Alors nous, chez RS, on est toujours parti du principe qu'il y avait un alignement et une convergence de toute façon qu'il y aurait une convergence dans la législation entre les produits d'assurance et les produits bancaires. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec MiFID et DDA qui sont en train de se rejoindre. Et puis dans la façon dont les produits sont distribués, on a des outils de présentation et une transparence qui est identique entre produits d'assurance et épargne salariale. Donc non stricto sensu, mais dans les faits chez nous, oui. Et je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, mais nous avons déjà légèrement dépassé notre temps. Donc, on répondra aux autres questions sur le blog. Merci à tous d'avoir été présents et on espère vous retrouver bientôt pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.